Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Les cancers gynécologiques représentent 41% des nouveaux cas de cancer annuels chez la femme. Et cette semaine, nous nous intéresserons particulièrement au cancer du col de l'utérus, qui, il faut le savoir, est le deuxième cancer féminin en termes d'incidence et de mortalité. Alors dans nos départements, il y a plus de cancers de col de l'utérus qu'en France métropolitaine. Pour se faire une idée de la prévalence des cas, il y a près de 1000 décès chaque année en France. Alors face à ce problème de santé mondiale, on comprend mieux l'importance de la prévention quand on sait que les frottis de dépistage ont réduit la mortalité à 70% et que près de 90% des cas pourraient être évités grâce à eux. Nous ferons donc le tour de la question en compagnie du docteur Cadel du service gynécologie obstétrique du CHU. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Lise Salin qui nous parle cette semaine de la découverte du plaisir féminin chez l'adolescente. Adolescence et sexualité ne vont pas sans les rêveries et les fantasmes qui donnent accès à la rencontre amoureuse avec l'autre. Bien sûr, là, ça nous ramène à la question de la parole sur la sexualité, la question du désir, de l'intime, mais aussi de l'indicible. Parce que la sexualité, c'est pas facile à parler. Que dire alors? Par exemple, du plaisir, les mots sont généralement très pauvres pour évoquer et éprouver justement cet intime du plaisir. Pouvoir en parler, c'est souvent le langage poétique, érotique ou mystique. Discours parental, là aussi, éducatif, pas toujours facile pour les parents d'aborder la problématique de la sexualité avec leurs jeunes garçons ou jeunes filles, puisque le silence qui entoure la sexualité chez les parents nous renvoie justement à leur difficulté à pouvoir aborder la force des pulsions sexuelles, l'excitation sexuelle et la première fois concernant un jeune garçon ou une jeune fille. Ce qui nous amène à dire que la jouissance ou les jouissances actuelles concernant le sexe qui occupe une place très importante au niveau de la sexualité des adolescents, c'est quand même des choses qu'il faudrait border. Et on n'arrive pas toujours en tant que parents à parler, évoquer cette problématique. Ça nous amène bien sûr à la complexité de l'éducation sexuelle. Est-ce que la sexualité, ça s'éduque? Qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant sur le désir, sur le plaisir, sur la différence sexuelle? Parce que la sexualité chez un garçon, chez une fille, c'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Risquer simplement une parole sur la sexualité, c'est un petit peu tendre vers l'imaginaire, vers la poésie. Prenez bien soin de vous. Docteur Cadel, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tout d'abord, quel est le processus de développement de ce cancer du col de l'utérus? Alors comme souvent en médecine, les choses sont à la fois simples et compliquées. Simplement, on va dire que le cancer du col de l'utérus se développe à partir d'une infection par un virus qu'on appelle papillomavirus ou HPV. Lorsque une femme contracte ce virus lors d'un rapport sexuel, le plus souvent lors des premiers rapports sexuels, ce virus s'intègre chez certaines patientes, chez certaines femmes, alors que dans la majorité, elles vont guérir et le virus va disparaître. En cas de persistance de ce virus, il va pouvoir s'intégrer dans les cellules du col et par un processus de modification du génome, c'est-à-dire des gènes de ces cellules du col, aboutir au bout de plusieurs années à un cancer du col. Alors justement, comment savoir si on a été atteint par ce papillomavirus humain et comment le détecte-t-on, comment les détecte-t-on puisqu'apparemment il y en a plusieurs? Ah oui, il y en a plusieurs. Celui qui nous intéresse le plus correspond au numéro 16. Il y a toute une série qui sont numérotées et celui qui est le plus pourvoyeur de lésions du col, c'est l'HPV 16. Alors, comment savoir si on est atteint, si on a contracté ce virus? En fait, c'est même pas une question à se poser dans la mesure où pratiquement toute personne qui a eu des rapports sexuels a contracté ce virus au cours de sa vie.
Donc c'est un virus qui est très fréquent, qui est très contagieux. Oui. Et la question de savoir est-ce qu'on a contracté ce virus n'est pas vraiment une question pertinente dans la prise en charge. La question qui est réellement pertinente, c'est savoir si, lorsqu'on a contracté ce virus, est-ce qu'on en a guéri ou pas. Ou pas. Alors, on en vient donc directement au dépistage. À qui s'adresse-t-il et doit-il être systématique? Alors, il doit être systématique à toute femme qui a eu des rapports sexuels, on va dire à partir de 22 ou 25 ans. Les experts sont un petit peu, n'arrivent pas à s'accorder sur l'âge du dépistage, mais on va dire à partir de début de la vingtaine d'années, il est nécessaire de faire ce processus de dépistage en allant voir son médecin et en lui demandant tout simplement. De pratiquer un frottis cervico-vaginal. Tout à fait, de pratiquer ce qu'on appelle un frottis, c'est-à-dire un petit prélèvement au niveau du col, afin de voir est-ce que le virus a pu modifier le col. Question toute bête, le préservatif, est-ce qu'il permet de se protéger de ce virus? Pas très bien, puisque comme je vous l'ai dit, ce virus, celui qui nous intéresse le plus, c'est l'HPV 16, qui est le plus pourvoyeur de lésions qui vont évoluer vers un cancer, mais il y a d'autres virus. Et ces autres virus peuvent donner d'autres lésions, telles que ce qu'on appelle des condylomes, qui sont des lésions au niveau des appareils génitaux. Ouais. Et ce virus n'est pas simplement localisé ou n'est pas simplement contaminant au niveau du sexe lui-même. Donc on déborde de la zone qui est protégée par un préservatif. Alors afin de mieux comprendre, que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de suivre le témoignage de cette jeune femme. Elle a été traitée pour des lésions précancéreuses et c'est en toute simplicité qu'elle nous en parle. À tout à l'heure. En fait, ma première visite chez le docteur, c'était par rapport à des saignements que j'avais. Elle m'a fait un prélèvement cervico-vaginal. Et quelques jours après, 2 semaines après environ, elle m'a rappelé pour me dire pour me donner un rendez-vous et pour me dire que j'avais le papillomavirus. Bon, on sait que le papillomavirus, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Donc j'étais anesthésiée, donc c'était ma plus grande crainte en fait. J'avais plus peur de l'anesthésie que de la conisation. En fait, la conisation, c'est prélever un morceau du col de l'utérus. Toute la zone infectée, en fait, c'est la zone infectée. Mais comme j'avais pas une grande zone infectée, donc il n'y a pas eu une grande conisation. En fait, c'est une petite conisation que j'ai subie. Après ça s'est vraiment très bien passé. Je me suis réveillée, il y avait du monde autour de moi. Franchement, ils se sont bien occupés de moi et puis c'est vrai qu'ils étaient présents. Comme j'ai vu les explications avant, ça s'est vraiment bien passé. Aujourd'hui, ça va, je me porte bien, je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis donc voilà, je suis redevenu autonome, si on veut dire. Parce que c'est vrai qu'après une colonisation, il faut quand même rester 1 mois et demi sans porter de charge, il faut faire attention, pas balayer et tout. Et comme je suis une femme très active, donc c'est pas évident. Quels sont les facteurs de risque de développement des lésions précancéreuses? Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un élément qui est, on va dire, nécessaire, mais pas suffisant, qui est cette infection à virus HPV. Alors lorsqu'on a contracté ce virus, il y a des éléments, des facteurs qui vont s'associer à favoriser sa persistance au niveau du col. Alors là, les premiers facteurs sont la précocité des rapports sexuels, c'est le nombre d'accouchements, c'est le tabagisme, c'est le nombre de partenaires. En fait, c'est une association de plusieurs facteurs. Une association de plusieurs facteurs qui fait que lorsqu'on regroupe ces facteurs de risque, on augmente son risque de développer un cancer du col de l'utérus. Donc le mot de la fin, docteur, ce serait de rappeler aux femmes qu'il est important de se faire dépister puisque c'est un cancer qui, pris à temps, se soigne assez rapidement. Oui, tout à fait. Ce processus d'évolution vers le cancer met plusieurs années, passe par différentes étapes que l'on sait reconnaître. C'est ce qu'on appelle des lésions pré-cancéreuses ou à potentiel cancéreux. Ces lésions du col que l'on peut dépister par un frottis se traitent très facilement et avec un impact médical très faible. Oui. Alors que lorsqu'on arrive au stade de cancer, on peut dire que
il n'est jamais trop tard, mais le traitement sera beaucoup plus lourd. difficile, avec des techniques qui seront beaucoup plus invasives, avec un impact sur la vie qui est plus important. Donc vraiment, se faire dépister, hein, c'est arriver avant le cancer et permettre d'épargner des souffrances et des difficultés beaucoup plus importantes que lorsqu'on arrive au stade de cancer. Dépistage. Merci beaucoup docteur pour votre éclairage. Tout de suite, je vous propose de retrouver notre rubrique Le saviez-vous, suivi de l'agenda de tous les rendez-vous de santé et de solidarité à ne manquer sous aucun prétexte la semaine prochaine. À tout à l'heure. Le saviez-vous ? Le cancer du col de l'utérus peut toucher toutes les femmes. Il n'est pas héréditaire et est provoqué par une famille de virus, les papillomavirus humains, HPV très répandus, qui peuvent se transmettre sans le savoir dès l'adolescence lors des contacts sexuels. Ces virus sont, la plupart du temps, éliminés spontanément par l'organisme, mais peuvent provoquer dans certains cas des liaisons précancéreuses au niveau de la sphère génitale, pouvant notamment évoluer vers un cancer du col de l'utérus après plusieurs années. Sachez que le HPV ne se transmet que de l'homme à la femme. Le cancer du col de l'utérus est un des rares cancers que l'on peut éviter dans la majorité des cas grâce à une prévention combinant le dépistage et la vaccination. La vaccination est recommandée à toutes les jeunes filles de 14 ans pour les immuniser avant l'exposition au risque d'infection HPV et peut être proposée en rattrapage pour les jeunes de 15 à 23 ans qui n'auraient pas de rapport sexuel ou au plus tard dans l'année suivant le début de la vie sexuelle. Le 28 février, c'est la journée européenne des maladies rares. Une maladie est considérée comme rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000, soit 0,2% de la population. Pour les personnes concernées par une maladie rare, la solidarité donne du courage et de l'espoir. Sachez que le 5 février a eu lieu la journée mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant. Représentant moins de 1% de l'ensemble des cancers, les cancers pédiatriques touchent en France un enfant sur 5. Si le cancer demeure rare avant 20 ans, les enfants et les adolescents sont de plus en plus fréquemment touchés par cette maladie. Face au cancer pédiatrique, un dépistage précoce et un traitement approprié constituent les mesures principales. Les progrès médicaux permettent aujourd'hui de guérir 3 enfants sur 4 dans les pays développés. Je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour se quitter, je vous propose cette citation d'Épictète. Il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Très bonne semaine à vous et à très vite.